S'il n'était pas marié et père de 4 enfants, ce serait le gendre idéal. Ouh là là, je vois la scène d'ici. Maman, je vais me marier. Génial, ma fille. Avec qui? Avec un musulman. Oh non, quelle horreur! Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais c'est Tariq Ramadan. Ah bah alors ça va si c'est lui. Et en plus, il doit être riche, hein. Mais tu mettras pas la burqa, hein? Ah, mais là, c'est moi qui décide, hein, je fais comme je veux. Faut dire à ce que je lui demande ce que je veux, tiens. Merci, Bugnon. Parmi vos nombreuses compétences, Tariq Ramadan, il y a la philosophie, il y a un doctorat sur Nietzsche. Quel aspect de la philosophie nietzschéenne vous avez à ce point intéressé? C'est quoi l'éternel retour? La critique acerbe des sources, souvent religieuses d'ailleurs, de nos hypocrisies morales? Non, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, lorsque j'avais fait ce qui correspondait à la licence, en fait, c'était sur la notion de souffrance dans la philosophie de Nietzsche. C'est-à-dire véritablement, moi je suis d'accord avec Heidegger quand il dit que c'est le dernier des métaphysiciens. Vous aussi, Bugnon, vous êtes d'accord? Mais complètement, oui. Et donc, en l'occurrence, c'était cet aspect-là. Et puis ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'est étudier Nietzsche comme historien de la philosophie. Donc, ce que je devais faire, c'est prendre les philosophes qu'il a critiqués et essayer de voir quelle était l'approche. C'est-à-dire Socrate, c'est-à-dire Descartes, c'est-à-dire Kant, c'est-à-dire Schopenhauer. Ce sont des philosophes. Et donc, voilà, c'était ça qui m'intéressait. Pas du tout la perception que c'est l'anti-occidental. Au contraire, je pense que celui qui est le plus profond représentant des tensions et des questionnements de la philosophie occidentale, c'est Nietzsche, et non pas son plus grand contempteur. Moi, chez Nietzsche, ce que je préfère, c'est la musique de Hasso, je parle Zarathustra. Oui, enfin, oui. C'est Strauss, Richard. Enfin, ça ne fait rien. Tariq Ramadan, on évoquait à l'instant le nom de votre frère, Hani, enfin, de l'un de vos frères, parce que vous en avez plusieurs. Vous souhaitez passer pour un modéré, pour le penseur d'un islam moderne. Dans ce contexte, est-ce qu'il est difficile d'avoir un frère bien plus radical que soi? Mais je pense pas les choses dans ce sens-là, parce que je pense d'abord que même par rapport à l'article dont il est fait question, nous n'avons pas les mêmes positions sur un grand nombre de positions, mais je ne pense pas qu'il soit dans la radicalité. Il est plus littéral et il veut une expression plus littérale. C'est pas du tout un violent. Et puis c'est quelqu'un de droit, c'est-à-dire que quand il pense quelque chose, il le dit. J'aimerais bien que certains de ceux qui l'ont critiqué, quand ils pensent quelque chose, ils le disent. Et voilà, à partir de là, moi, j'ai pas du tout comme prétention à vouloir être d'abord musulman modéré, ça me mérisse. Ça veut rien dire pour moi quand on est modéré. Moi, j'essaye d'être le plus juste possible. Donc, je suis pas. Je pense que ma religion, par définition, c'est une religion de la modération. Mais je suis pas là pour faire plaisir. Et donc, autant je suis considéré dans un certain nombre de pays du monde comme quelqu'un qui est ouvert, autant si vous allez à Paris dans quelques salons, vous avez plutôt affaire au diable Tariq Ramadan. Donc, le but, c'est pas d'essayer de plaire. Le but, c'est d'essayer de se respecter. C'est-à-dire ce que vous dites, alors vous enseignez à Oxford, ce qui ne pose strictement aucun problème, et l'université d'Oxford est l'un des fleurons de l'enseignement en Grande-Bretagne. En revanche, en France, votre image demeure une image trouble, une image polémique, une image difficile. Oui, je pense. Ça tient à quoi? Ça tient à plusieurs choses. Il joue pas au foot. Vous jouez pas au foot? Ah oui, ça doit être ça. Qui ne joue pas au foot? Vous? Ah si, j'ai pendant longtemps pratiqué le foot, ça n'a rien changé. J'ai essayé de le placer. Et même Zidane ou autre, non, ça va pas passer. Non, votre question n'est pas importante. C'est une question qui est beaucoup dans le monde francophone. Et en l'occurrence, c'est vrai que la France a aussi influencé et Genève, et le canton de Vaud, et la Suisse romande. Pourtant, vous n'avez pas d'accent arabe quand vous parlez. Non, mais vous parlez un beau français. Par contre, je symbolise beaucoup de choses. D'abord, la question du religieux en France, elle n'est pas liée à l'islam d'abord, elle est liée à une véritable histoire très très tendue entre l'État et l'Église, donc ça c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que les Arabes et les musulmans, ce sont les anciens colonisés algériens. Et quand, hier, ils parlaient comme sujet de seconde zone, quand ils deviennent citoyens et qu'ils parlent le français comme les Français, et qu'ils ont une visibilité qui n'est plus simplement la visibilité de ceux qui construisent la maison, mais de ceux qui pensent et qui veulent partager la pensée, là, ça va pas. Et qui veulent habiter dedans, surtout. Et qui veulent habiter dans les maisons qu'ils construisent. Ouais. Vous êtes en train de dire que la France passe à côté de son discours d'intégration ?
Oui, parce Elle fait le contraire? Non, je pense qu'elle fait le contraire. Je pense que, et c'est ce que je dis moi aux citoyens français de confession musulmane, vous avez vocation en France à réconcilier la France avec ses valeurs. Que la valeur de citoyenneté, que la valeur de l'unité de la République, de l'ouverture, du non-racisme, de la lutte contre la xénophobie ne soient pas des mots que l'on dit alors qu'on applique d'autres politiques. Et c'est cela. Et je suis gênant de ce point de vue-là. Et quand vous êtes gênant et qu'on n'arrive pas à mettre en cause votre discours, on dit il doit penser différemment de ce qu'il exprime ou de ce qu'il avance. Voilà. Une petite pensée émue pour le député français Jean Glavany, d'ailleurs, à ce propos. Ouais. Merci Thomas Wiesel. Je vous en prie. Est-ce qu'on porte le voile chez les Ramadans, Tariq Ramadan? Enfin, les femmes, j'entends. Hein. Certaines, oui, d'autres non. Vos C'est-à-dire filles, que la première, la plus âgée, oui. La deuxième est jeune, non. Elle décidera toute seule, comme l'a fait la première. Et d'autres de mes tantes, de mes nièces et autres, certaines le portent et d'autres ne le portent pas. Et c'est peut-être ça le plus important dans toute notre discussion maintenant. Parce que j'entends bien qu'on peut être pour ou contre et qu'on doit prendre la position qui est celle du droit. C'est ce que j'ai toujours défendu dans tous les débats qu'il y a eu en France, comme sur ce débat sur le niqab, parce que moi je ne pense pas que c'est islamique de couvrir le visage, mais ma position de principe elle est très simple. Quand une femme veut le porter, il faut qu'elle ait le droit de le porter, et si une femme décide de ne pas le porter, il n'appartient ni à sa famille, ni au gouvernement. C'est pour ça que j'ai pris des positions contre l'Arabie Saoudite et l'Iran, en disant imposer le foulard, le port du foulard à toutes les femmes, c'est totalement contre le droit. C'est un acte qui doit être individuel. Et c'est pour ça que, je dirais, la nuance que j'aurais par rapport à ce que vous avez dit, c'est que c'est pas toujours les hommes qui décident. Vous avez des femmes. Moi, vous savez, j'ai pris position contre le niqab en France. En même temps, j'ai pris position contre la loi qui voulait l'interdire dans la rue. Et j'ai eu des femmes qui sont venues vers moi me dire, mais attendez, c'est mon choix. Moi, je veux le porter. Et même si moi, je suis contre, mon travail et le travail que nous avons à faire est un travail pédagogique. C'est pas un travail légal. Mais quelle est la proportion de contraintes chez les femmes? C'est-à-dire, on sait que certaines femmes le portent alors avec joie, épanouissement, bonheur et fierté. D'autres, probablement pas. Alors ça, on ne peut pas le savoir. On le sait par exemple, dans des États comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran où c'est imposé par la loi, ça on sait qu'énormément de femmes le portent contre leur volonté. Par contre, dans les sociétés occidentales, dans les sociétés comme la société suisse, vous avez des femmes, vous asseyez avec elles vous diront mais c'est mon choix. Donc, et d'autres qui vous diront c'est peut-être la famille. Comment voulez-vous décider de la conscience des gens si ce n'est au cas par cas? Parlez aux gens, prenez la possibilité d'entendre ce qu'elles ont à vous dire. Et quand une femme vous dit en conscience et de cœur, je pense que c'est ce que requiert ma foi, la seule chose que vous avez à faire, c'est de respecter et de vous taire tant qu'elle ne vous impose rien et que rien ne lui impose. Quel est d'ailleurs le sens du voile? Moi, j'avais cru comprendre, pour aller un peu dans le sens de Wiesel, mais pas tout à fait, en plus grave, que c'était surtout une manière d'épargner aux hommes les affres de la tentation, car la femme est avant tout tentatrice. Alors laquelle Oui, on est bien d'accord. Enfin. Là, vous faites un mélange entre différentes traditions religieuses. On n'a pas du tout dans la tradition musulmane l'idée de la femme tentatrice. Par exemple, toute l'histoire du péché originel d'Ève et tout ça n'existe absolument dans la tradition musulmane. Et d'ailleurs, dans la tradition originelle, c'est peut-être même plus l'homme qui a été le tenté avant la femme. Donc, on n'a pas du tout cette idée-là. Donc après, vous avez un discours masculin qui vous dira ceci. Nul ne peut nier que parmi les musulmans, vous avez eu des savants mâles qui ont mis ça en évidence, c'est-à-dire mis la question de la tentation. Mais quelque chose de beaucoup plus profond que ceci et dont seuls peuvent vous parler en fait les femmes dans leur expérience spirituelle, c'est-à-dire ce travail par rapport à l'ego, ce travail par rapport au divin, ce travail de la relation au divin. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas lié à l'homme, qui peut être un cheminement spirituel que vous pouvez avoir. Si vous parlez à des femmes qui sont des chrétiennes et qui ont fait, par exemple, la décision d'être des femmes qui sont par exemple, comme des nonnes, elles ne vous parleront pas dans leur relation de la question Attendez, il y a une différence chez les catholiques entre une nonne qui fait vœu, qui s'engage, etc., et une femme civile. Mais attention, il y a une différence dans ce que va être. Oui. Non, ça va être une différence dans ce parce qu'en même temps, en l'occurrence, en islam, on n'a pas du tout le vœu de chasteté n'existe pas.
Mais ce que je voulais vous dire, c'est que spirituellement, qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce qu'elle vous dit qu'elle le fait par rapport au regard masculin, ou elle vous le dit qu'elle le fait dans sa relation au divin? Donc c'est ça que je veux dire. Je veux dire que la justification, elle n'est pas simplement par rapport à l'homme. Elle est aussi une dimension spirituelle profonde. Alors, que cherche l'islam radical lorsqu'il impose dans certains pays le voile ou le niqab ou ce qu'on voudra? Alors on a un vrai problème. Qu'est-ce qu'il cherche? On a un vrai problème aujourd'hui dans les sociétés majoritairement musulmanes et même dans la compréhension de l'islam. D'abord parce qu'on a nul ne peut nier qu'on a un discours qui est d'abord masculin. Et que ce discours masculin, il a pour vocation de mettre en évidence souvent les limites et les impositions. Donc déjà, le premier problème que nous avons, c'est penser l'islam non pas par le sens spirituel, mais par simplement les impositions, la pensée dogmatique. Et quand elle est masculine, cette pensée dogmatique, la première cible, ça va être les femmes. Deuxième des choses que nous avons, c'est cette idée que la culture occidentale se répand avec force partout, elle vient de partout, et donc première attitude défensive, quel est le chaînon le plus faible? Ça va être les femmes. Donc il va falloir protéger les femmes. Donc, et en plus historiquement c'est faux. Pourquoi les femmes? Non mais c'est ça c'est attention, c'est la pensée. Mais vous me pensez la pensée de ceux qui sont les plus radicaux. C'est le président de la Confédération actuellement qui dit que l'armée est là pour protéger les femmes qui sont faibles. Oui, les êtres faibles, donc les femmes, les enfants. La pensée masculine ou la pensée littéraliste ou la pensée radicale va pouvoir penser ceci. Or historiquement on est en train de s'apercevoir que c'est pas vrai, que les chaînons les plus forts de n'importe quelle société, c'est souvent le substrat féminin qui le protège. C'est la femme qui a été beaucoup plus la mesure de la protection culturelle et spirituelle que l'homme. Mais c'est une réaction masculine en pensant que c'est en protégeant les femmes de cette façon-là. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'appelle même les musulmans à dire mais regardez ce qui est en train de se passer dans les sociétés majoritairement musulmanes, sans exception. Partout où les femmes atteignent à l'éducation. Ici en Occident, où les femmes atteignent à l'éducation, c'est elles aujourd'hui qui sont plus les garantes de la spiritualité que les hommes qui sont souvent les garants de la limite. Et c'était elle qui était sur le place Tahrir et c'était elle qui était en Tunisie. Pas seulement. Aux premières lignes. Il y avait quelques hommes quand même. Vous devez être un très bon prof. En même temps, avec les burkas, on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes dessus. Enfin. Vous avez fait l'armée, Tariq Ramadan? Non, j'ai fait la protection civile. Ah oui. Pas d'armée en camp américain en Afghanistan, pas en Arabie Saoudite, dans un camp secret. Non, mais j'ai été moi-même surpris parce que je suis intolérant au lactose et ça a suffi pour me dire que j'étais inapte. J'ai jamais entendu. Il en faut peu quand même. Alors, des excuses à la con pour pas faire la jamais entendu. Non, mais c'est moyen. C'est notre premier point commun, monsieur Ramadan. Je suis très contente. Comme quoi, il y a des gens qui font des grandes choses avec des handicaps comme ça. Vous ne faites pas l'armée non plus, Rolman. Voilà. Vous faites l'agence, ça suffira. Tout récemment, Tariq Ramadan, l'islam radical, l'islam terroriste, a à nouveau fait parler de lui à Nairobi. On ne va pas énumérer les attaques de ce type, de plus ou moins grande envergure. Que veulent ces gens qui se réclament alternativement de divers courants islamistes? Bunion nous en a cité quelques-uns tout à l'heure. Il y en a énormément. Mais enfin, que veulent-ils? Que veulent-ils? Écoutez, ça devient le message devient de moins en moins clair. Je veux dire, on a su toute la montée de Al-Qaïda avec ce qui s'est passé en 2001, puis ensuite il y a aujourd'hui, ça a complètement implosé. On a plein de mouvements, des cellules, on ne sait pas très bien qui sont ces jeunes et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et puis, il y a plus spécifiquement lié à certains pays des demandes qui sont... alors, ça a pu être le fait de faire sortir les étrangers, ensuite d'appliquer une version extrêmement fermée de leur compréhension de la charia. Mais au fond, si vous écoutez effectivement le propos, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent d'autre que simplement se confronter à l'Occident dominant et à imposer une lecture ou une référence musulmane dont en fait la majorité des musulmans ne se reconnaissent pas. C'est ça aussi qu'il faut dire. Ce n'est pas parce que ces interventions sur la scène internationale sont très médiatiques et très visibles qu'ils représentent quoi que ce soit parmi les musulmans. Ça reste totalement marginal. On comprend plus parce qu'au début, quand il y a des révolutions, c'est les gentils, les révolutionnaires. Puis après une année, hop, ça devient les méchants parce qu'ils reprennent le pouvoir. Et alors, on se croirait en Amérique centrale dans les années 80. Alors, simplement une chose, il faut faire la différence entre ceux dont on parlait. Moi, je fais la différence entre ceux dont on parlait
aujourd'hui, c'est-à-dire juste à l'instant sur les radicaux et les violents, ceux de Nairobi, ceux qui sont dans la violence et qui tuent, et puis d'autres mouvements islamistes avec lesquels vous pouvez être ou ne pas être d'accord. Moi, j'ai fait la critique, alors en l'occurrence, vous avez rappelé ma filiation, mais j'ai fait la critique. Nairobi, c'était ceux du Mali au départ, un peu. Non, alors ça, justement, on ne sait pas. On a des liens, on parle en réseau, mais ceux du Mali, comme ceux d'Afghanistan au départ, on ne sait pas très bien. D'abord, comment est-ce qu'ils se forment et comment est-ce qu'ils s'installent dans les régions. La question par rapport à ce qui a pu se passer en Tunisie et en Égypte, c'est encore une autre question sur qui gagne des élections. Et moi, ma position, c'est d'être critique par rapport à ceux qui peuvent la gagner, mais de dire qu'un processus démocratique doit aller jusqu'au bout et qu'on doit s'opposer à tout coup d'État. Et ce qui est en train de se passer en Égypte aujourd'hui avec les arrestations n'est pas acceptable pour moi, tout en étant critique par rapport à ceux qui ont gagné les élections, et je l'ai dit et répété, et d'ailleurs écrit. Mais alors, ça ne serait pas noir ou blanc? C'est jamais noir ou blanc, et puis en l'occurrence, il faut aussi, malheureusement, qu'on aille encore plus loin. La critique des violents, la critique de ceux qui tuent les innocents, il faut la faire sans compromis et en l'occurrence sans sélection. C'est-à-dire que toute personne qui s'en prend à des innocents, que ce soit un État, comme on a pu le faire par rapport à la Syrie, mais moi je l'ai fait personnellement par rapport à Israël, je l'ai fait par rapport aux pays africains, tous ces dictateurs et toutes ces politiques qui tuent des civils, il faut les critiquer. Maintenant, il faut qu'on aille aussi plus loin par rapport à nous, parce que nous ne sommes pas clairs. Je vous prends 2 exemples très rapidement. On parle par exemple de la question d'interdire les foulards et tout ceci. Et on sait très bien une chose, c'est qu'on va avoir un énorme problème en Suisse comme ils l'ont en France. Avec les scouts. C'est-à-dire que mais vous l'avez même dit, quand il s'agit des femmes, des princes, on va se taire. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Donc on se tait. En France, sur les Champs-Élysées, on n'a arrêté aucune femme qui porte le niqab. On les arrête dans les banlieues. Pourquoi? Parce que c'est là, elles sont pas dangereuses pour notre porte-monnaie. L'autre chose, c'est que nos relations internationales font qu'à des moments donnés, on a eu des alliances très claires avec des groupes qui n'étaient pas du tout des groupes qui étaient pro-démocratiques ou des groupes qui sont, je veux dire, les talibans dans un premier temps en Afghanistan, ils sont soutenus par les États-Unis. Alors, il faut qu'on fasse la critique, mais il faut qu'on fasse notre propre autocritique. On peut pas se gausser de grands principes et puis économiquement traiter avec les pires. Non, la Suisse fait pas d'alliance, elle vend juste les armes. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'elle est très gentille et neutre, oui. D'accord, oui. Vous parliez de l'Égypte. Dans votre livre, c'est l'un des propos de votre livre, l'islam et le réveil arabe, 2011. Entre-temps, d'autres sont parus, je suppose. Mais voilà, c'est la révolution. Enfin, ce que vous appelez des soulèvements d'ailleurs, en Tunisie, Algérie. Bon, la Syrie est un autre problème. L'Égypte, enfin, c'est pas un autre problème, mais c'est la continuation d'un problème difficile. Les violences en Égypte, le coup d'arrêt pour les frères musulmans, les retournements tunisiens, la Syrie, l'Irak, ce ne sont pas autant de symptômes d'un réel affaiblissement d'une volonté de l'islam politique. Et c'est RFI qui posait très bien la question, qui demandait: l'islam politique est-il soluble dans la modernité? Les frères musulmans n'ont pas apporté la réponse, bien au contraire. Alors écoutez, moi j'ai même écrit sur la question de l'islam politique en disant qu'il fallait aller au-delà, qu'il y avait des vraies questions de fond. Je pense qu'effectivement, il y a une vraie crise. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la crise interne veut dire qu'il n'est pas de popularité? Ça, malheureusement, je crois que c'est plus un vœu qu'une réalité. Vous êtes évidemment un ardent défenseur des valeurs... On en était aux frères musulmans. Oui, pardonnez-moi, on vous a coupé. Non, oui, ce que je voulais dire, ils ont gagné les élections et... Démocratiquement. Ils ont gagné les élections démocratiquement, ils ont fait énormément d'erreurs dans l'exercice du pouvoir. Ils sont incompétents politiquement. Non, mais encore une fois, incompétents après une année, quand vous venez de sortir d'un processus de soulèvement, je veux dire, qui serait compétent? Je veux dire, est-ce que vous partez du principe immédiatement que le président français à 23% de sondage à l'heure actuelle après une année est incompétent? Vous diriez pas, faites descendre l'armée. Normal. Et c'est un président normal. Je pense que de ce point de vue-là, il faut que nous soyons clairs avec nos principes. Moi, j'ai été très critique, comme je le suis d'ailleurs sur un certain nombre de ces mouvements partout dans le monde, mais quand des peuples les votent et les font parvenir au pouvoir, attendons qu'ils montrent leur incompétence sur les 4 ans, plutôt que de dire après une année, sortez et puis faites descendre l'armée. Parce que la vraie question, elle n'est pas celle-ci. La vraie question, elle est, est-ce qu'on peut avoir une démocratie avec une armée
qui tient 30% de l'économie et qui, aujourd'hui, a mis 2000 personnes en prison et pratique la torture et pratique l'exécution sommaire. Il faudrait quand même que nous ayons quelque chose à dire là-dessus. Qu'on dise, en Égypte, on peut ne pas être d'accord avec les islamistes, mais on doit être d'accord avec des principes démocratiques. On ne peut pas admettre qu'il y ait 2000 personnes qui n'ont tué personne, qui étaient dans les rues, et puis qui se retrouvent en prison. Donc voilà, encore une fois, c'est une question de cohérence. Oui, Je pense pour que aller le mot au-delà compte. de ce débat-là, est-ce qu'il ne faudrait pas que la religion aujourd'hui, quelle qu'elle soit, soit évacuée de la sphère publique, politique, économique, sociale, et rejoigne la sphère du privé, de l'intime? Il y a les églises, il y a des temples, il y a des mosquées, il y a des synagogues, elles sont là à disposition des fidèles, des croyants. Pour le reste, ça ne regarde finalement personne. Moi, je pose cette question dans le livre que vous avez cité en disant qu'il faut qu'on soit beaucoup plus clair sur la notion de l'état civil. Mais même si aujourd'hui vous dites la solution elle est celle-ci, pour les sociétés majoritairement musulmanes, on n'y arrivera pas dans une expression d'une hypothèse qui doit être celle qui va nous permettre la démocratisation, mais plutôt dans l'exercice du pouvoir des gens. Mais tous les musulmans sont croyants? Pardon? Tous les musulmans sont croyants? Non, tous les musulmans ne sont pas croyants, tous les musulmans ne sont pas pratiquants. Mais ce que je veux vous dire par là, en Turquie, il y a 12 ans, on disait ils vont impliquer la charia, ça va être terrible. Après 12 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont évolué et ils pratiquent une société qui est plus ouverte. Comment voulez-vous que les gens s'ouvrent sur les principes démocratiques? C'est par l'exercice de la politique, c'est pas en les mettant en prison. Donc encore une fois, ce que vous dites, la distinction des autorités, j'ai aucun problème avec ça en tant que musulman. Et je pense qu'il faut que nous y arrivions de façon extrêmement claire. Mais ça n'arrivera que par un processus historique, pas par des décisions qui se prennent soit à Washington, soit à Londres. Quand chez moi, un jour on m'a dit qu'il y avait du boulot. Vers là-bas, chez les Qataris, ils font des travaux. Ils ont pour la Coupe du Monde un besoin impérieux, est-ce qu'on raconte avant 2022 de nouveaux stades. Partout fleurissent les chantiers, prolifèrent les grues et tous les ouvriers seront les bienvenus. Fini le chômage, sans hésitation, je suis parti, j'ai pris un cargo. Et puis je suis arrivé ici, mon Dieu, il fait chaud. Vous, Tariq Ramadan, vous ne cessez de bouger, de donner des conférences, conférence sur conférence, autour de votre pensée, de l'islam politique, du réveil arabe. C'est un peu toujours la même chose. Oui, l'islam, c'est un peu toujours la même chose. Oui. L'islam et le réveil arabe est paru en 2011 aux presses du Châtelet. Prochaine conférence ou signature? Laissez-moi deviner sur l'islam. Oui. Non, j'interviens cet après-midi à Genève et puis ensuite j'ai d'autres interventions, mais bon, il y en a tellement que je serai à Paris, ensuite en France dans d'autres villes, puis ensuite à Londres et je suis aussi beaucoup au Qatar où j'ai un centre et j'étais particulièrement sensible par la chanson, d'abord qui était extrêmement bien interprétée, je vous en félicite. Et je crois que ça pose des vraies questions. Des vraies questions. Parce que bon, vous avez parlé des questions de l'islam. Moi, je suis très, très engagé sur les questions de solidarité, sur les questions des droits humains. Et là, on peut pas aujourd'hui penser à l'organisation d'une Coupe du Monde sans prendre en compte les immigrés, les gens qui travaillent au Qatar, comme d'ailleurs dans toute la région, dans tous les États du Golfe, où on a affaire aujourd'hui à un nouvel esclavage, quelque chose qui est de l'ordre de l'inacceptable et qu'il faut dénoncer fortement. Moi, je suis engagé de l'intérieur, au plus haut niveau, en mettant en évidence avec des spécialistes le fait qu'il faut absolument qu'ils réforment ceci. Les millions qu'ils mettent à faire des stades qui vont être démontés pour acheter des équipes, exactement, puis ensuite envoyer en Afrique. Donc vous n'irez pas avoir de match. Pardon? Vous n'allez pas avoir les matchs. Ah, si ça se passe et qu'on se tait et qu'on va jusqu'au bout du processus avec des gens qui vont mourir pour construire, comment vous voulez aller assister à un match ou jouer un match de foot quand vous savez que ceux qui l'ont construit ont pu mourir par centaines alors que le monde s'est tu et que ça se passe là-bas parce qu'il y a l'argent pour nous faire taire encore? Je veux dire, s'il n'y a pas de noblesse dans notre façon de faire du sport, c'est indigne d'aller s'y arrêter et de soutenir finalement un processus qui traite comme des esclaves, des Sri Lankais. Ceux qui ont acheté les billets, ils peuvent les revendre. Hein. Non.
Mais à quoi joue le Qatar? Je dirais le contraire. Je dirais le contraire, que ceux qui ont acheté les billets, comme tous ceux qui nous écoutent maintenant, il faut... Vous savez, moi, je défends vraiment la cohérence. Et que quand on est un citoyen suisse, au lieu de penser qu'on peut rien faire et qu'on n'a rien à dire, ben, on peut aimer le foot. Et moi, je suis de ceux qui aiment le foot, mais il faut aimer avec les principes de l'amour. Les principes de l'amour, ça veut dire qu'il faut dénoncer, ça veut dire qu'il faut faire entendre sa voix, ça veut dire qu'il faut pas se taire. Il faut que, comme vous l'avez fait, une émission maintenant, vous faites entendre une voix, il y a des citoyens qui doivent pouvoir dire, nous aimons le foot, mais nous voulons respecter la dignité de ceux qui construisent des terrains de foot. Et il faut pas se taire. Ceux qui croient comme citoyens qu'ils peuvent rien faire, ce sont ceux qui laissent faire, ceux qui font le contraire de nos principes. Au bout du compte, il faut qu'on arrête d'être des victimes, il faut qu'on se réveille un peu. Les citoyens comme tous les autres. En Suisse, on peut rien faire. C'est qui le président de la FIFA? On est embêté. On est un peu mal pris, Tariq Ramadan. Et on retrouve la notion de voile et de pudeur. Que pensez-vous de ces femmes, donc de ces femmes comme ça qui manifestent seins nus, ou encore des slut walk, donc des femmes qui, pour le coup, habillées mais de vêtements hyper provocants, défilent pour affirmer leurs droits et leur féminité? Je pense, c'est un peu ce que je viens d'entendre dans le poème, et c'est aussi un tout petit peu la perversion des combats quand ils sont d'abord pensés en termes médiatiques. C'est-à-dire que le but, c'est de choquer, c'est le but d'avoir l'image, et c'est comme ça qu'on va avoir l'image, et c'est comme ça qu'on l'a, et c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. C'est parce que ça choque sur le plan médiatique et ça renvoie l'image. Maintenant, sur le plan du fond et de la substance, moi, ça me choque qu'on doive en arriver à cela pour défendre des idées, pour défendre des droits, pour défendre sa dignité. Je ne pense pas qu'il faille passer par l'indigne pour dire la dignité de ses droits, la dignité de son statut. Et là, je pense que c'est ce qu'on fait. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on changera que ça ce soit. Ça, c'est un épiphénomène médiatique. Je pense qu'il faut se battre. Moi, je suis un grand défenseur de ce combat dans toutes les sociétés, du Sud comme du Nord. En Occident, je me bats pour qu'une femme à compétences égales ait le même salaire qu'un homme et que ça ne se discute pas. Mais ça ne se fera pas en allant seins nus dans n'importe quel conseil ou parlement. Ça sera quand des hommes et des femmes ensemble feront ce travail. Habillés. Ruth Dreyfus et Micheline Calmiré jamais ne se sont mis seins nus pour faire passer leurs idées et ça a marché. Heureusement. T'as dit, il fait comme beaucoup de mollahs, d'imams. Il réinterprète le Coran un peu à sa façon. C'est ce qui se fait aujourd'hui. On réinterprète beaucoup le Coran pour la faire rentrer dans un cadre politique, religieux radical. C'est-à-dire que je peux faire mollah? Vous pourriez, avec la barbe en plus, c'est parfait. Non, je veux dire, dans les traditions religieuses, toutes les traditions religieuses, il y a bien sûr des voix réformistes qui essayent de relire, de réinterpréter. C'est aussi vieux que toutes les traditions religieuses. Il faut qu'on arrête de penser que la religion, c'est forcément la pensée statique. Il n'y a pas une tradition qui soit statique. Toute la question est de savoir, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'être fidèle avec certains principes spirituels et éthiques et de vivre en cohérence avec son époque? Moi, je vous ai posé la question, c'est quoi la réponse? Oui. Oui, bien sûr. Non, mais ça demande de l'effort, ça demande du dialogue intra, c'est-à-dire avec des gens qui pensent qu'ils sont de la même religion que vous. Ça exige du dialogue inter, et puis surtout ça exige énormément de respect. Je peux comprendre ceux qui aujourd'hui pensent que la religion n'apporte pas de réponse. Il faut qu'ils soient capables d'entendre que pour certains, la religion leur apporte des réponses et que toute la question, c'est un travail. Vous savez, il y a deux choses qui nous sauveront les uns et les autres, quelle que soit notre croyance. C'est l'humilité de savoir que nous avons à apprendre des autres et c'est le respect de considérer que les réponses des autres valent autant que les nôtres. C'est aussi simple que ça. Merci Tariq Ramadan, merci de nous avoir rendu cette visite. Et bon courage pour la suite. Et c'est la fin de cette 40e séance de l'agence.